Bonjour, voici la 8e partie du championnat du monde 2012. Anand est aux commandes avec les Blancs et après sa sévère défaite dans la partie précédente, il sera intéressant de voir comment va réagir Anand. Il est clair en tout cas qu'il va devoir se montrer plus entreprenant. Il ne peut pas laisser Guelfand prendre la tête trop longtemps sous peine de donner beaucoup trop de confiance à son adversaire qui pourrait gérer avec plus de tranquillité son avance. Alors Anand doit au contraire le faire douter au plus vite, cela doit commencer peut-être par cette partie. En tout cas, il commence ici par le début du pion dame, D4, cavalier F6, C4, G6, le combat psychologique continue ici, puisque cela fait plusieurs parties que Guelfand joue G6. Mais Anand ici persévère avec le coup F3. En fait, Anand avait joué ce coup lors de la 3e partie. Il avait obtenu une position correcte et il aurait pu mettre encore plus en difficulté son adversaire. Alors que va jouer Guelfand après ce coup F3? Va-t-il persévérer dans la défense Grunfeld ou craint-il une amélioration de l'Indien? Eh bien, sa réponse ne se fait pas attendre. Il décide de jouer C5. Finalement, il bifurque de la variante qu'il avait choisie auparavant, puisqu'il avait décidé de jouer D5, la variante Grunfeld. Et bien, cette fois-ci, il décide de jouer C5, qui est tout à fait jouable. L'idée donc est de contester immédiatement D4 afin d'ouvrir la grande diagonale noire. Anand décide de jouer D5, alors il y a une autre possibilité qui est de jouer D prend C5, tout à fait jouable. Les blancs s'ouvrent la colonne semi-ouverte D. Mais ici, Anand préfère jouer D5, il aime bien jouer ce type de structure avec fermeture au centre. D6, E4, donc les blancs construisent ici une voûte de pions C4, D5, E4, F3 dans laquelle Anand compte faire évoluer ses pièces donc à l'intérieur de cette voûte. Alors évidemment les noirs ont pour objectif de détruire au plus vite cette voûte de pions. Pour le moment, il décide de jouer fou G7. Il y a la possibilité quand même de tester immédiatement le centre par E6 et pourquoi pas ensuite par B5. C'était des possibilités à envisager, mais Guelfand décide plutôt de privilégier le développement par fou G7. Il rentrera en contact avec la position blanche un peu plus tard. Cavalier E2. Alors ce coup de cavalier est assez étonnant puisque il développe une pièce certes, mais il empêche le fou de pouvoir jouer ici, il le bloque. Et on aurait plutôt tendance à jouer ici cavalier B1 C3. Alors nous verrons l'intérêt de ce coup un peu plus tard. Ce qui est remarquable en fait, c'est la capacité des blancs à pouvoir jouer simplement avec une pièce en jeu. On voit bien ici que les noirs sont en avance développement. Mais pourtant, les blancs ici ne paniquent pas. En fait, c'est leur voûte de pion qui leur permet tout simplement de jouer de cette manière. Cette voûte fait office de bulle protectrice par rapport au développement, par rapport à leur retard de développement. Alors, petit roc, donc au plus vite, Guelfand se prépare justement à attaquer rapidement le jeu blanc qui manque de développement. Et cavalier EC3, donc encore un coup étonnant puisque le cavalier B1 est ici bloqué. On va voir l'intérêt de ce coup tout de suite après le coup des noirs. En fait, les noirs ici jouent cavalier H5. L'idée de ce coup est de jouer au plus vite E7, E6 afin d'exploiter la diagonale à D8, H4. En fait, E7, E6 pour jouer ensuite Dame H4 et mettre en difficulté tout de suite le roi blanc. Alors on peut mieux voir l'intérêt de jouer ici cavalier E2, C3, puisque ce dernier est protégé par le cavalier B1. On voit bien que fou G7 n'aura aucun intérêt dans ce cas de figure, car il ne dénaturerait même pas la structure de pion. Alors que jouer ici? On aurait pu tenter de jouer G4, Anand aurait pu le jouer, afin d'enfermer encore un peu plus le jeu noir. Mais ici, il décide de jouer fou G5. Il privilégie le développement d'une pièce. Et ce coup a en plus le mérite d'empêcher la manœuvre libératrice, ici E6. Et Guelfand ici trouve une idée originale. Il décide de jouer fou F6.
Il y a plusieurs coups possibles ici, mais sa décision de jouer fou F6 paraît intéressante, bien sûr, puisque tout simplement il y a déjà une question sur le fou G5. Que jouer maintenant à la place d'Anand? Eh bien, en fait, Anand décide de profiter justement de cette offrande, c'est-à-dire que le fou vient en F6, pour le supprimer. Finalement, il est plutôt satisfait d'échanger un fou dangereux, généralement dans cette variante, où il peut avoir une influence importante sur case noire sur la grande diagonale. Et en l'échangeant, il affaiblit quelque peu la périphérie du roi noir. Alors bien sûr, fou F6 avait une idée quand même de la part de Guelfand. En fait, son idée, c'est de reprendre avec le pion, afin de donner un accès un peu plus rapide sur la colonne E, placer la tour en vis-à-vis du roi blanc, et utiliser le pion F pour le placer en F5 afin d'ouvrir au plus vite la position. Alors comment réagir face à ce plan noir? Eh bien, pas de panique, en fait. Les blancs jouent ici Dame D2. Dame D2, c'est un excellent coup positionnel. Anand ne s'occupe pas du placement du cavalier B1, il ira en A3, ça c'est pas un souci. Mais le fait qu'il n'ait plus son fou de case noire, eh bien, il le remplace par la présence de la dame. Nous pouvons noter qu'en cas de besoin, la dame pourrait colmater la diagonale H4 F2 en se plaçant justement sur F2, donc elle craindra moins la poussée F5 et dame H4 échec. Et elle aura une autre possibilité aussi, c'est de s'installer agressivement en H6 pour attaquer encore plus, de manière plus véhémente, le jeu noir. Donc ce coup a double aspect, et en même temps il peut préparer éventuellement le grand roc. Alors maintenant, que jouer avec les noirs? Eh bien ils vont continuer leur plan, c'est-à-dire ici jouer F5. Alors s'ils avaient joué un autre plan tel que cavalier F6, cavalier A6, pardon, on aurait pu voir la possibilité pour Anand de développer un jeu classique dans ce type de position, c'est-à-dire préparer le grand roc avec les blancs et une attaque à la baïonnette avec les pions sur le roi noir. Alors ça peut se passer de cette manière. G4, on attaque donc le cavalier, cavalier G7, cavalier A3 pour préparer le grand roc, cavalier C7 pour préparer les leviers B5 afin d'ouvrir les lignes sur le roi, le futur roc adverse. Maintenant, grand roc, donc la liaison des tours est mise en place. Fou D7 pour préparer B5 et H4 avec l'idée donc d'attaquer le roi noir. Les noirs pourront eux aussi envisager A6 B5 avec donc un jeu aigu, peut-être favorable, un peu plus favorable donc pour les blancs, car ils ont plus de possibilités de s'infiltrer dans le camp noir du fait de l'absence du fou case noire. Alors, au lieu de jouer ce type de jeu un peu lent, Guelfand décide d'ouvrir immédiatement la position, en tout cas d'utiliser le levier F5 d'ouverture. Et là, Anand va réagir de manière concrète en fait, puisqu'il décide finalement de prendre le pion F5. Le défi est donc accepté, ça veut dire qu'il accepte tout simplement d'ouvrir la colonne E, et donc les noirs aient un accès direct sur le roi blanc, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Mais c'est un jeu d'échecs concret parce que tout simplement il gagne un pion. Donc comment va réagir donc Guelfand? Eh bien ici il prend avec le fou. Il faut dire que s'il prenait avec le pion, eh bien les blancs auraient la possibilité d'intervenir directement à H6, attaquer le cavalier. Et ce n'est pas dame H4 qui va poser des problèmes, G3 tout simplement. Dame E7 échec et roi F2. En fait, le roi est tout à fait en sécurité ici. Le cavalier H5 maintenant est attaqué. Cavalier F6 et les blancs n'auront pas de difficulté à développer leurs pièces. Par exemple, cavalier A3 suivi de fou D3 et tour E1 sans difficulté. Donc les blancs obtiennent un jeu tout à fait favorable en raison de la structure de pion dégarnie ici du côté de l'aile droite. Bien sûr, ce n'était pas l'idée de Guelfand de reprendre avec le pion G, mais plutôt de reprendre avec le fou et de conserver une structure de pion intacte. Et Anand joue ici de manière encore concrète, il décide de jouer G4. Il force les événements ici. Il ne craint pas
La variante basée sur l'exploitation donc de la diagonale noire avec Dame H4. L'idée dans ce cas-là des blancs pourrait être Roi D1, Fou prend B1, Tour prend B1, Cavalier G7. Le cavalier ici est attaqué. Pas question de le placer en G3 sous peine tout simplement de se faire clouer par Dame E1 et perte d'une pièce. Donc ici, le cavalier peut venir en G7 ou F6. Et cette position, même après par exemple Dame E1, Dame G5, a l'air de satisfaire Anand ici, considérant que sa position peut être correcte à jouer avec la liaison donc des tours qui peut s'effectuer par Roi C2, Fou D3 et l'éventuelle poussée H4, etc. Bien, donc ici, Guelfand décide de ne pas jouer de cette manière. Il décide d'attaquer directement par tour 8 échec. Le roi vient en D1, donc il semblerait que les noirs aient gagné véritablement un tempo important. En tout cas, le fait que le roi aille en D1, les tours ne sont plus liés. Mais la situation n'est pas aussi claire que cela, puisque l'attaque ici sur le cavalier et sur le fou va forcer Guelfand à se séparer de son fou. Donc fou prend cavalier, tour prend, et ici il doit régler le problème de son cavalier. Où le mettre? Eh bien, grosse surprise, en fait il ne le déplace pas, il aurait pu le jouer en G7. Certes, les blancs avaient un jeu tout à fait correct, basé donc sur Roi C2 et le développement du fou en E2, avec une possibilité d'attaquer toujours sur l'aile roi. Mais ici, Guelfand ne veut pas subir, et en fait, il décide de jouer Dame F6. Dame F6, c'est un coup étonnant, puisque il laisse en prise le cavalier. Alors a-t-il bien calculé? En fait, il est axé sur le gain de cette tour et sur la case positionnelle F4. Il aimerait tellement placer le cavalier en F4 avec un jeu superbe pour les noirs. Et eh bien non. Eh bien non, parce que cette fois-ci, Anand a vu plus loin. Il a vu plus loin puisqu'il décide tout simplement de prendre le cavalier. Alors évidemment, avec une pièce de moins, il faut justifier donc ce sacrifice de pièces. Et Guelfand décide de jouer Dame prend F3 échec, et donc de gagner carrément la tour. Donc ici, Roi C2, Dame prend tour, et ici, les noirs se retrouvent donc avec une tour carrément, une qualité en tout cas de plus. Est-ce que les blancs ont des compensations? Alors j'ai vu des grands maîtres analyser et préciser, fou D3, etc. Des attaques sur le roi noir possibles, mais ils estimaient peut-être que les noirs pouvaient éventuellement en tenir. Mais là, un coup inattendu, un terrible coup. En fait, on peut remarquer que la dame peut fuir, mais qu'elle n'a que cette case F3, donc n'hésitez pas à cliquer sur pause. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour justement rendre le jeu noir impossible. Eh bien, si vous avez trouvé Dame F2, toutes mes félicitations. En fait, ce coup de dame tranquille contrôle la case de fuite F3 et met Guelfand dans une situation impossible en fait. Car la dame noire est enfermée et la menace directe, c'est de jouer tout simplement fou D3. Alors Guelfand va réfléchir quelque temps, mais bien va s'apercevoir très rapidement qu'il a commis ici une bourde de calcul, une bourde technique en tout cas, puisqu'il n'a pas vu cet enfermement de la dame, et il abandonne ici, au 17e coup. Donc une partie très courte et certainement très décevante pour Guelfand. Alors en fait, on aurait pu continuer par, après Dame F2, par cavalier A6, par exemple, mais fou D3 attaque directement donc la dame.
cavalier B4 pour essayer de faire croire un petit peu qu'on peut continuer cette position. Roi D2, cavalier prend D3 a le mérite d'attaquer la dame, mais après roi prend D3, il n'y a pas grand chose à faire ici. On voit bien que la dame noire est toujours attaquée, et ce n'est pas dame prend tour qui va poser des problèmes, parce qu'après cavalier prend dame, eh bien les blancs se retrouvent avec une position supérieure, en raison déjà de leur avantage matériel, puisque la dame vaut bien les 2 tours dans ce cas de figure, et surtout le cavalier en plus qui peut intervenir à tout moment, l'avancée du pion H6 qui peut menacer dame F6 mat avec dame G7. Bref, ça fait beaucoup trop, et ce n'était pas nécessaire de continuer ici à ce niveau. Alors, au moment donc de l'abandon, hein, qui s'est situé à ce moment de la partie, on peut dire que les compteurs sont remis à 0. Et on peut bien comprendre la déception de Guelfand qui n'a pas pu profiter longtemps de son avance. Alors nous allons voir lors de la prochaine partie s'il aura eu le temps d'encaisser cet uppercut donné par le champion indien Anand. Voilà, c'est le lot de ce type de championnat, mais de beaucoup de joueurs, hein. On gagne une partie de manière très très nette la veille, et puis le lendemain on fait une partie peut-être pas qui correspond peut-être pas au niveau réel de Guelfand en tout cas, et on perd. Donc maintenant il faut se ressourcer et essayer de jouer au mieux pour la prochaine partie. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et merci de votre attention.